Merci Thierry. Bonjour à tout le monde. Ravi d'être ici. Alors j'ai conscience qu'on a un petit peu de retard et que c'est le déjeuner qui suit, mais oui, c'est ce que j'ai vu dans le programme. D'accord. Donc je regardais Thierry et tout le monde. On garde le même tempo. D'accord. Merci. Bon, donc, ravi. Moi, je suis très heureux de retrouver de nombreuses personnes depuis un moment. Je suis aussi très content de cet angle, de cet regard sur les controverses. Alors, pas les controverses pour le plaisir et l'art de discourir ad vitam aeternam, mais bien pour en faire quelque chose. Et pour, avec l'hypothèse de base d'arriver par le dialogue à se mettre d'accord sur les désaccords est probablement la meilleure manière d'éviter les polémiques stériles et le chaos du monde dans lequel nous sommes en train de plonger. Donc c'est bien avec ce regard-là que l'on regarde les désaccords et les points de vue divergents et qu'on s'y intéresse. Et dans ce cadre-là, on avait proposé d'avoir un regard spécifique sur l'eau. Pour un colloque sur se nourrir, le lien n'est pas spontanément évident, d'autant plus que d'autres colloques Parménides l'ont regardé, mais on a bien conscience qu'on ne peut pas regarder aujourd'hui l'alimentation et le fait de se nourrir sans regarder l'eau en Méditerranée. Et dès lors qu'on pense à l'eau, on pense tout d'abord et c'est pas Denis qui va me contredire, à la Grande Bleue et à ce qui nous unit traditionnellement, historiquement, culturellement autour du bassin méditerranéen. On pense ensuite à l'eau que l'on boit, qui est un aliment aussi, qui fait partir de se nourrir en Méditerranée. Mais comme Akissa l'a montré, l'eau est au cœur d'un tissu beaucoup plus complexe et d'un réseau d'interactions extrêmement complexe. Alors non seulement ce nexus qui lie l'eau aux autres dimensions qui nous occupent aujourd'hui quand on parle de se nourrir, mais également, et on va renverser le regard avec Antoine et Eric, sur ce qui se joue de complexe dans la question de l'eau et de la ressource en eau. Donc moi je ne vais plus beaucoup parler à partir de maintenant, puisque je ne suis pas expert de l'eau, mais par contre Antoine et Eric le sont. Donc Antoine Bréchignac, qui est ingénieur des ressources en eau, qui dirige les activités du groupe Suez dans les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, et qui depuis 30 ans met en place des activités, des actions innovantes pour en particulier s'attaquer aux défis du changement climatique. Et puis Eric Servat. Eric est directeur de recherche à l'IRD, professeur associé à l'université de Montpellier et directeur du centre UNESCO. Alors, désolé pour l'acronyme, mais il nous dira. On a déjà eu, c'est un private joke, on a déjà eu cette discussion ensemble. Ici Reward, qui est un centre UNESCO sur l'eau. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde et qui est basé ici à Montpellier. Et Eric en a été l'architecte et en est le directeur. Voilà, et donc du coup, je vais à tous les deux vous poser une première question qui vise à nous décoder un peu ce qu'il y a de complexe derrière la question de l'eau. Dans le même temps, d'arriver à nous faire comprendre ce qu'il y a de divers autour du bassin méditerranéen. Pas la même chose en Tunisie, au Maroc, en Nouvelle-Aquitaine ou en Turquie. Et à l'intérieur de ces pays, d'une région à l'autre ou d'un acteur à l'autre. Donc si vous pouvez nous faire comprendre cela, pourquoi l'eau est un enjeu complexe et ce qui se cache derrière. Antoine, pour commencer ? Bien.
Bonjour à tous, ravi en tout cas d'être aujourd'hui parmi vous. Pour moi, c'est pas habituel d'être face à une communauté scientifique, mais je vais tâcher aujourd'hui en tout cas de vous apporter peut-être le regard d'un industriel par rapport à ces sujets-là, qui n'a surtout pas vocation à se substituer à la science, encore moins vocation à prendre des décisions à la place des pouvoirs publics, mais plutôt contribuer, et certains l'ont dit juste avant, à se co-construire. Parce que moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que les meilleures solutions sont celles qui sont construites avec tous les acteurs des territoires, et alors notamment sur les enjeux de l'eau. Donc peut-être sur des sujets de l'eau en Méditerranée, je crois que les territoires méditerranéens et même les peuples méditerranéens ont toujours eu, de par le climat méditerranéen, un rapport différent à l'eau par rapport à d'autres territoires, en tout cas européens. Et un rapport autour de la raréfaction, de ce côté d'être... c'est un élément rare, c'est une ressource rare et elle doit être précieuse. Et donc on organise la vie et l'économie, la vie sur les territoires et son économie au regard du fait que c'est une ressource rare et qu'il faut absolument préserver. Et on le voit d'ailleurs sur tout ce qui a été fait autour du bassin méditerranéen, vraiment les civilisations méditerranéennes se sont construites en ayant cette préoccupation-là. Et puis, depuis maintenant plus d'un siècle, il s'est passé en fait une accélération, j'allais dire même effrayante, de la démographie, de l'activité économique, du tourisme, dans des proportions, on va dire que ces territoires, et on en a oublié le fait que sur ces territoires, l'eau était un bien rare qu'il fallait absolument préserver et construire autour. Et donc aujourd'hui, je pense qu'on est rentré dans l'ère, en tout cas sur le bassin méditerranéen, y compris, alors je connais mieux la France que les autres pays du pourtour méditerranéen, mais dans une véritable ère où il y a une convoitise autour de l'eau et des conflits d'usage qui sont bel et bien présents autour de l'eau. Et donc par rapport à ça, aujourd'hui, évidemment, ça complexifie énormément les relations entre les différents acteurs économiques, entre les différentes populations, ou en tout cas qui constituent les sociétés. Hein. Et on le voit notamment aujourd'hui avec l'apparition de précarité hydrique. La précarité hydrique aujourd'hui se renforce sur les territoires méditerranéens. Elle se développe jour après jour. Il y a de plus en plus de personnes qui n'ont plus les moyens d'avoir accès à l'eau. Soit parce qu'elle n'est pas disponible, soit parce qu'elle est utilisée pour ceux qui ont, j'allais dire, le plus les moyens, ou les moyens financiers, ou du pouvoir tout simplement, pour capter cette eau. Et ça, quand on arrive à ces situations-là, je pense que l'urgence est bel et bien là. Hein. Et donc il faut agir. Je crois qu'aujourd'hui, il y a urgence à agir sur ce sujet-là, parce que cette eau qui ensuite nourrit l'alimentation via l'agriculture, sans eau, pas de vie végétale, animale, et donc pas d'agriculture possible et pas d'alimentation possible des populations. Je pense qu'il y a véritablement aujourd'hui urgence à agir. Et je prendrai l'exemple peut-être du département des Pyrénées-Orientales, qui se situe un peu au sud de Montpellier, qui est à la frontière espagnole. C'est un territoire qui a subi 4 années de sécheresse majeure, qui n'avait pas anticipé ce sujet-là, et qui aujourd'hui se trouve dans une crise grave économique, et l'agriculture qui était j'allais dire un peu florissante, cette agriculture autour de l'arboriculture, qui était vraiment un peu le verger de la France en matière de production de fruits, malheureusement s'est éteint. Et donc comment ce territoire va faire pour se relever, tout ça parce qu'il n'a pas fait l'anticipation, qu'il n'a pas, j'allais dire, agi suffisamment tôt et anticipé cette situation-là, ça va être compliqué. Et j'entendais ce que vous disiez tout à l'heure, M. Lacroix, sur le sujet du plan eau, du plan bleu jusqu'en 2050. Ça, c'est une anticipation. Et j'aimerais de temps en temps que
les réflexions scientifiques autour de ces sujets-là soient un peu plus prises en considération pour agir avant qu'il ne soit trop tard. Et on retrouve aussi les mêmes sujets autour de aujourd'hui, à la fois sur le sujet de la pollution. On parle beaucoup effectivement du réchauffement climatique, etc., qui accélère vraiment un peu tous les phénomènes. Mais la pollution aujourd'hui, elle est bel et bien là. On la retrouve dans les milieux marins, mais on la retrouve aussi dans les aquifères et donc dans les ressources en eau terrestres. Et ça devient aussi, là aujourd'hui, une véritable problématique, puisque cette eau est utilisée à la fois pour boire, mais aussi pour l'agriculture. Voilà, donc de fabuleux enjeux. Moi, je suis et donc très complexe, parce que beaucoup d'interdépendance, et ça a déjà été dit dans les interventions de ce matin, à tout point de vue. Après, moi, je reste optimiste parce que je pense que on le voit dès que j'allais dire les acteurs, qu'ils soient publics, privés, associatifs, se réunissent pour traiter de ces sujets-là, les solutions, on les trouve et on est capable de les mettre en œuvre. Et ça a déjà été montré par le passé. Donc moi, je suis vraiment complètement convaincu de tout ça. Il faut juste qu'il y ait vraiment une prise de conscience de l'ensemble des acteurs et notamment des pouvoirs publics pour engager les actions qui sont nécessaires pour faire face à ça. Merci Antoine. Merci pour cette note positive à la fin qui nous invite. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on aura une session spéciale sur l'irrigation pendant la première session, cet après-midi. Donc là, on n'est pas sur la partie irrigation à proprement parler, mais plus sur un propos introductif général pour positionner l'eau au cœur du sujet. On l'a vu dans le propos d'Antoine, le lien entre connaissance et action est essentiel. Éric, comment tu vois ça? Comment tu repositionnes non pas uniquement l'eau au cœur de systèmes complexes, mais la complexité des systèmes hydrauliques dans ce qui nous intéresse aujourd'hui sur se nourrir? Oui. Merci de m'avoir invité à participer à cette manifestation. La complexité de l'eau, c'est effectivement quelque chose qui est, je dirais, consubstantiel à ce qu'est l'eau et à ce qu'elle est dans nos sociétés. Alors ça a déjà été montré de différentes manières, mais je crois qu'il faut de temps en temps se rappeler d'un certain nombre de choses et la manière dont nos civilisations se sont construites depuis le début autour de l'eau, autour d'une ressource en eau disponible. Plus que tout autre élément, c'est un élément qui est absolument central et c'est ce qui fait finalement l'enjeu d'un accès à une ressource en eau, alors en quantité suffisante, en qualité suffisante, etc. Donc il y a là, je dirais, par essence même, tout ce qui va permettre de développer cette complexité. Donc on est sur une transversalité absolue, et on le voit, je dirais, dans un contexte qui est un contexte scientifique, dans la mesure où finalement, aujourd'hui, et je crois que c'est Akissa qui le rappelait tout à l'heure, il faut qu'on arrête de travailler en silo pour regarder les choses sous un angle différent. Et moi, je mesure finalement la manière dont la science s'est emparée d'approches qui sont aujourd'hui des approches pluri- et interdisciplinaires par rapport à ce qui se faisait il y a une vingtaine d'années, ne serait-ce qu'il y a une vingtaine d'années. Et notamment pour développer finalement des approches, des innovations, mais qui ne soient pas par exemple uniquement des innovations technologiques. On parle aujourd'hui beaucoup d'innovation en sciences sociales. La complexité des choses fait qu'on a parfois besoin effectivement d'avoir, je ne vais pas dire de prendre un chemin détourné, ça serait faire injure aux sciences sociales que de les considérer comme un chemin détourné par rapport à des approches scientifiques qui relèvent des sciences exactes. Mais ce qu'on voit bien aujourd'hui, c'est la nécessité justement de travailler sous tous les angles. Et c'est un modélisateur numéricien qui vous le dit, donc je n'étais pas forcément destiné, à titre personnel, à travailler beaucoup avec les sciences sociales. Mais mes collègues m'ont convaincu et je crois que c'est une réalité. La complexité aujourd'hui, elle a besoin qu'on marie les compétences qui sont nécessaires.
Et elle a besoin qu'on amène autour de la table les compétences qui vont permettre de dresser un bilan complet, de dresser tout ce qui va nous opposer, vous l'évoquiez tout à l'heure, mais aussi tout ce qui va permettre de nous rassembler. Et ça me semble aujourd'hui la meilleure façon d'aborder cette complexité. On le voit aussi, je dirais, dans la manière dont la question de l'eau est traitée de manière différente en fonction des endroits où on va se trouver. On découvre, ou plutôt on redécouvre dans nos régions méditerranéennes, européennes, en tout cas l'arc méditerranéen français, on redécouvre la question de l'eau. On redécouvre une question qui avait été de fait invisibilisée depuis des décennies par une capacité, à travers des éléments de technologie, à résoudre les problèmes qui se posaient à nous. Là vient s'ajouter une autre dimension, qui est celle du changement climatique, et on va avoir besoin de désinvisibiliser la question de l'eau dans nos sociétés. Et ça me semble tout à fait essentiel. Et nous, on découvre ça. La rive sud du bassin méditerranéen est en situation de stress hydrique depuis des décennies, quasiment depuis toujours. C'est quasiment consubstantiel à la rive sud du bassin méditerranéen. Donc on a une perception des choses qui va être différente, alors que nous sommes tous sur le pourtour méditerranéen, en fonction des conditions climatiques, géographiques, économiques, sociales, culturelles qui sont les nôtres. Et c'est ça qu'il faut avoir présent à l'esprit. C'est ça qui rend le sujet de l'eau, je dirais, à la fois complexe, stressant, parce qu'il faut apporter des réponses, mais tellement intéressant et tellement enthousiasmant dans les approches qu'on peut développer. Et je crois véritablement qu'on a devant nous ce pari-là, qui est celui de marier finalement les compétences, de marier les approches, de les combiner, d'apprendre les uns des autres. Et il y a un autre point qui me semblait intéressant, notamment vous l'avez dit tout à l'heure, en évoquant la manière dont nos collègues africains abordent parfois les choses et de manière très différente. Alors, j'ai passé moi 11 années en Côte d'Ivoire, donc je connais bien ce pays comme vous, et je suis d'accord avec ça. Et ça, c'est quelque chose qui parfois nous surprend, et ça montre là aussi combien ce sujet qui est absolument essentiel dans nos sociétés peut avoir de compréhensions qui sont propres à des situations locales. Et toute la complexité de l'eau, c'est bien ça. C'est-à-dire que le sujet en lui-même, il est universel. Partout dans le monde, partout où vous irez, vous allez être ramené à une question qui a trait à l'eau. Par endroits, il n'y a pas assez d'eau. Dans d'autres endroits, il y en a trop. Et un trop d'eau, c'est aussi un problème. C'est un problème sur le plan de l'agriculture, mais c'est aussi un problème sur le plan des biens. Il va y avoir de l'érosion, de la destruction, il peut y avoir même des conséquences tragiques avec des décès lors des inondations, etc. Il y a d'autres endroits où l'eau est là, mais elle est impropre à la consommation parce que sa qualité n'est pas la bonne. Et donc, il y a cette universalité du problème, mais à chaque fois, il faut se souvenir que la manière dont on doit aborder les choses et apporter des solutions, ça dépend des conditions locales, ça dépend des conditions locales, climatiques, économiques, mais aussi sociales et culturelles. Donc ça, c'est vraiment très important, et c'est cette dimension-là qu'il convient d'avoir présent à l'esprit. Mais je dirais que comme Antoine, je suis assez optimiste, d'abord par nature, mais vous citiez Winston Churchill, ou c'est monsieur qui citait Winston Churchill tout à l'heure, je le citerai moi aussi, il disait « je suis un optimiste, je ne vois pas trop qu'est-ce qui pourrait être utile d'être d'autre ». Voilà, et donc je crois qu'il faut qu'on aborde les choses avec volonté et optimisme, parce que c'est ainsi qu'on sera capable d'adresser, de traiter complètement cette question de la complexité. Merci Eric. Merci Eric. J'ai entendu que tu disais que l'eau était un élément, probablement l'élément le plus structurant. Il aurait été difficile de demander à un spécialiste de l'eau de dire autre chose. En tout cas, tu nous as convaincus qu'il était structurant. Ça, c'est sûr. Je voudrais maintenant revenir, et je vais te redonner la parole tout de suite, Eric. Antoine a parlé de raréfaction de la ressource. Comment, toujours en introduction, par rapport aux autres questions qu'on va traiter pendant le colloque, comment tu vois cette question de la raréfaction? Est-ce qu'il y a vraiment raréfaction? Et je poserai la même question à Antoine après. Est-ce qu'il y a vraiment raréfaction? Quelle est la perception qu'on peut
le regard que l'on peut poser sur ce mot-là et en quoi une éventuelle raréfaction nous amène à nous questionner sur la question du colloque, se nourrir en Méditerranée. Alors, effectivement, la question de la raréfaction, c'est la question parce que ça conditionne tellement de choses par rapport à des situations actuelles et puis ça conditionne certaines évolutions qui sont nécessaires ou pas, en fonction de la raréfaction ou pas. Et précisément, je crois que quand on regarde les choses, alors on peut les regarder à différentes échelles de temps et c'est ça qui me semble important aussi. C'est-à-dire que, et Antoine rappelait tout à l'heure ce qui s'est passé dans les Pyrénées-Orientales ces dernières années, où on a subi des sécheresses qui étaient vraiment des sécheresses tout à fait exceptionnelles. Il y a eu certaines années où le niveau de précipitation faisait que les Pyrénées-Orientales étaient en tout cas momentanément dans un climat qu'on qualifie habituellement de désertique. Donc il y a cette notion-là. Je crois que quand on s'intéresse à la question de la ressource en eau, et donc d'une certaine manière à celle des précipitations, il faut qu'on ait présent à l'esprit en permanence la question de la variabilité, et de la variabilité interannuelle. C'est-à-dire qu'on peut avoir un climat qui va être stable, mais on peut avoir des différences extrêmement importantes d'une année sur l'autre. Et finalement, on a appris, moi quand j'étais à l'école primaire, on m'avait appris le climat méditerranéen avec les automnes pluvieux, les printemps pluvieux, etc. Voilà. Et puis c'est vrai que ces dernières années, on a quand même la tendance à avoir des choses qui se modifient. On a des périodes estivales qui deviennent beaucoup plus sèches, beaucoup plus chaudes qu'elles ne l'étaient. Et puis surtout, ce qu'on voit, c'est ces périodes estivales sèches et chaudes, très chaudes parfois, gagner en durée. Et donc, c'est ça aussi qu'il faut avoir présent à l'esprit. Et alors, là, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a quelques semaines de ça, est sorti dans Nature un article qui est intéressant, parce que d'abord il est, je dirais, multi-auteur, donc c'est vraiment une communauté scientifique péri-méditerranéenne qui s'est rassemblée pour écrire cet article. Et puis ils ont traité, je ne sais plus combien de milliers de stations qui existent autour de la Méditerranée. Ils ont eu accès à toute cette information. Alors elle a été critiquée, homogénéisée, etc., pour avoir une base de travail qui soit tout à fait remarquable. Et à partir de là, finalement, ils expliquent qu'il n'y a pas vraiment de tendance en tant que telle. Il n'y a pas vraiment de tendance, mais en revanche, ce qui est vraiment remarquable, c'est la variabilité à la fois interannuelle et ou plutôt globalement, la variabilité spatio-temporelle. Et c'est ça qu'il faut avoir présent à l'esprit, je crois, c'est que finalement, globalement, alors sauf quand on est sur des épisodes comme ceux qu'on a vus dans les Pyrénées-Orientales, mais qui correspondent d'une certaine manière à de la variabilité interannuelle, là avec une tendance très forte, mais c'est que finalement, aujourd'hui, les modèles en tant que tels ne montrent pas une tendance à la diminution forte des précipitations, par exemple notamment sur l'arc méditerranéen en France. En revanche, il y a une intensification de ce qu'on connaissait préalablement. C'est-à-dire qu'on a des périodes dans lesquelles on avait des événements qui étaient des événements intenses. Ces événements intenses, sans être forcément beaucoup plus fréquents, vont devenir plus violents. Et donc la quantité précipitée, elle sera là, au bout du compte, mais pour autant, la quantité précipitée ne sera pas utile au sens, par exemple, de l'infiltration dans les sols, de la recharge des nappes, qui est la ressource que nous utilisons. Et puis on a ces périodes de sécheresse extrêmement longues et de plus en plus longues. Et c'est ça qui génère des stress hydriques parce que donc on a beaucoup de chaleur, ça veut dire qu'on augmente l'évapotranspiration, on dessèche les sols. Et puis pas de chance pour nous finalement, c'est que ces périodes-là qui sont donc extrêmement critiques au regard de la ressource en eau, c'est la période pendant laquelle on a un maximum d'activités touristiques, par exemple. Et les gens ne viennent pas en vacances pour se serrer la ceinture, faire attention à tout ce qu'ils font. Ce n'est pas l'attitude moyenne du touriste. Voilà. Donc il y a une raréfaction de la ressource, je dirais, dans le cadre des périodes
auxquels on en a le plus besoin. Et c'est ça qui va être le plus difficile à gérer. C'est à gérer cette accentuation de la variabilité spatio-temporelle des précipitations et donc voir comment est-ce qu'on peut anticiper ça. C'est toujours le même problème, c'est comment est-ce qu'on anticipe les changements qui sont devant nous. Et en particulier en lien avec les contraintes qui sont l'activité touristique qui est essentiellement centrée sur cette période estivale qui est la plus critique. Et puis c'est tout ce que ça va impliquer, notamment dans le domaine de l'agriculture, avec des précipitations qui seront moins régulières en termes de localisation spatio-temporelle que ce qu'on connaissait jusqu'à présent et qui va donc avoir une forte implication sur l'agriculture. Merci Eric pour ce regard subtil sur... Et merci aux collègues qui ont fait cette très grande étude en termes de pluviométrie parce que vraiment, il y a eu un travail remarquable qui a été fait. On a un de nos collègues ici à Montpellier qui s'appelle Yves Tremblay qui était à la manœuvre sur cette opération-là. Et les résultats sont extrêmement intéressants. Ouais, merci de rentrer avec subtilité en défaisant les idées reçues. Antoine, du coup, raréfaction par raréfaction dans l'action, dans nos contextes. Oui, alors moi je ne vais pas paraphraser les propos d'Éric avec lesquels je suis complètement, j'allais dire, en accord. Moi je vais peut-être vous parler aujourd'hui peut-être de quelques solutions ou de quelques besoins en la matière. Je pense qu'aujourd'hui, la ressource en eau d'une manière... alors je parle de la ressource en eau douce. La ressource en eau de manière quantitative et qualitative est plutôt très bien connue pour tout ce qui va être lié au cours d'eau, donc à l'eau de surface. En revanche, il y a une grande méconnaissance des ressources d'eau souterraines. Aujourd'hui, malgré certains, j'allais dire, bureaux de recherche comme le BRGM, Bureau de recherche géologique et minière, qui ont une certaine connaissance, qui permettent d'avoir une certaine connaissance des aquifères, ou en tout cas des systèmes de stockage dans les sols ou dans les sols profonds, on se rend compte, quand on commence à étudier un peu plus localement ce qui se passe dans ces aquifères, qu'en fait on en a une très mauvaise connaissance. Et que ça offre des possibilités et des solutions qu'on n'imagine pas parce qu'on n'a pas cette connaissance. Et donc il y a un véritable sujet de grand champ d'approfondissement de cette connaissance des ressources souterraines en eau douce. Et à partir de là, d'autres solutions, évidemment, on peut envisager d'autres solutions sur ces sujets-là. Et donc du coup, comme le disait Eric, avoir les bons usages de l'eau en fonction de sa disponibilité, que ce soit l'eau de surface, l'eau souterraine, et donc on peut utiliser certaines eaux à certaines périodes de l'année, puis à d'autres périodes utiliser d'autres eaux, aller utiliser ces aquifères comme de véritables réservoirs qu'on utilise aujourd'hui insuffisamment, très clairement, parce que en fait, ce dont a besoin la nature au regard de la violence des épisodes qu'on subit, c'est peut-être d'un petit coup de pouce. Comment est-ce qu'on l'aide à faire en sorte de venir stocker cette eau à l'endroit qui est le plus idoine, quand on stocke l'eau dans les aquifères souterrains, elle est protégée à la fois d'évaporation, mais aussi de tous les problèmes liés à la pollution, et donc pour préserver sa qualité. C'est un véritable frigo. Et donc ça, aujourd'hui, il y a un réel besoin sur ces sujets-là. Et donc c'est, je pense, un véritable champ complètement d'investigation pour mieux maîtriser ça. Et du coup, mieux gérer ce manque de disponibilité sur les territoires. Et puis après, il y a des sujets autour de... On voit que le pourtour méditerranéen est très peuplé aujourd'hui. Il y a déjà un besoin essentiel qui est le besoin de boire, ou en tout cas des usages domestiques de l'eau. Ces usages-là, aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait en sorte que cette eau douce qui est utilisée pour les besoins essentiels de l'humain soit recyclée le plus possible. Et aujourd'hui, on voit qu'on est assez loin de ce qu'il est possible de faire en la matière.
Et encore plus, j'allais dire toujours pareil, hein, quand on a ces périodes de fort afflux touristique l'été, il y a une consommation supplémentaire. Cette eau-là, aujourd'hui, elle est très clairement restituée à la mer, hein, puisqu'on est sur le pourtour méditerranéen, donc elle va très très vite à la mer. Alors évidemment, les écosystèmes marins en ont besoin, mais peut-être pas autant que les écosystèmes terrestres. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte de trouver les bonnes solutions pour faire en sorte que cette eau-là puisse être mise à disposition, notamment de l'agriculture, mais pas que. Et je citerai peut-être un exemple sur ce sujet, où aujourd'hui, sur un système de réutilisation des eaux usées traitées, certaines cultures, et notamment la vigne, a besoin de s'adapter face à la salinisation des terres. Hein. Il y a un phénomène fort aujourd'hui sur toute la bande littorale, c'est salinisation des sols. Et donc, comment est-ce qu'on fait en sorte de pouvoir continuer de faire pousser de la vigne sur ces territoires-là? La vigne dans l'Hérault, juste, c'est le premier puits de carbone du département. Hein. Donc, important de la conserver. Et donc, comment est-ce qu'on fait en sorte de pouvoir, alors là, faire converger les intérêts pour que cette vigne puisse s'adapter et rester en place. Aujourd'hui, il y a un programme presque de recherche, hein, que l'on mène avec l'INRAE, avec l'Institut français du vin et de la vigne, avec les acteurs de la viticulture locale, qui cherchent à faire en sorte de voir comment est-ce qu'on peut réutiliser les eaux usées traitées qui elles-mêmes sont en partie salées, parce que en connexion avec la remontée du biseau salé, donc la remontée du niveau de la mer Méditerranée. Et donc, comment est-ce qu'on fait en sorte d'adapter, on va dire, d'investir, que les collectivités investissent le bon endroit, le bon euro au bon endroit, sur les systèmes d'assainissement qui collectent les eaux usées pour maîtriser la salinité, et en même temps que la vigne s'adapte face à cette salinité, avec donc du coup des systèmes de drainage des sols. On utilise dans le projet, il y a un système plutôt que d'irriguer la vigne, comment est-ce qu'on fait en sorte d'utiliser cette eau-là pour drainer le sol et maîtriser la salinité du sol, qui reste salé bien sûr. Et donc là on voit bien que c'est les différents acteurs qui décident d'un projet dans lequel chacun investit pour faire en sorte de maintenir cette vigne productive sur un territoire littoral sur lequel la solution qui était envisagée au départ, c'était l'arrachage de la vigne, quoi. Voilà. Merci Antoine. Avant d'avoir un débat général, j'ai vu Thierry prendre le micro pour que la salle s'exprime. Est-ce que vous pouvez chacun, en 30 secondes, une phrase, allez, 2 maximum, en entrée, nous faire part d'un message que vous souhaiteriez voir adressé pendant le colloque, si on repense au colloque « Se nourrir en Méditerranée », hein, à partir de votre point de vue. Eric, tu commences ? Je te remercie. Si je réfléchis pendant 30 secondes, j'aurais évacué les 30 secondes. Donc voilà. Non, je pense que le message, il est... alors moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'alimentation, donc mon regard à moi, c'est celui de quelqu'un qui travaille dans le domaine de l'eau depuis longtemps et qui a longtemps travaillé sur le continent africain et qui a découvert les problématiques agricoles, je dirais, métropolitaines tardivement. Je suis désespéré de voir que ça génère des conflits extraordinaires. Ça me choque. La question de l'eau est une question qui ne devrait pas être une question qui génère des conflits. Ça doit être une question de partage. Ça doit être une question qui doit permettre aux uns et aux autres d'avancer ensemble et de construire ensemble des projets qui sont des projets qui rassemblent. Juste un tout petit exemple. Pour moi, la question de l'eau, elle est essentielle. Elle est essentielle et donc elle joue un rôle forcément. Le rôle est essentiel, incontournable. On ne produit pas, dans le domaine de l'agriculture, on ne produit pas sans eau. On ne sait pas faire ça. Mais il faut éviter les conflits dans ce domaine. Et je prends juste un exemple qui est celui de l'OMVS.
l'Organisation pour la mise en valeur du Sénégal, et qui prouve bien que parfois, quand les gens deviennent raisonnables, on peut discuter ensemble, on peut travailler ensemble, on peut construire ensemble. Il y a eu des guerres, mais des guerres, de vraies guerres, avec des conflits armés entre la Mauritanie et le Sénégal autour de la question de l'eau du fleuve Sénégal. Alors ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui la Mauritanie, le Sénégal, le Mali et la Guinée sont les meilleurs amis du monde, mais en tout cas ils ont su se mettre autour d'une table pour discuter du meilleur usage possible de la ressource en eau dont ils ont besoin pour leur agriculture notamment, et qui est celle du fleuve Sénégal. Donc je pense qu'il faut s'inspirer de cet exemple-là. Merci. Entre désespoir, si je paraphrase, entre désespoir et optimisme, l'eau est un sujet majeur. Antoine. Oui, moi je dirais simplement que l'eau, c'est vraiment l'élément indispensable à notre vie sur Terre, et je parle d'ailleurs d'eau douce, parce que je pense que l'eau de mer, évidemment, elle est très, très génératrice, mais c'est vraiment d'eau douce qu'il faut absolument, la question essentielle en tout cas pour préserver la vie sur Terre. Et donc ce sujet, aujourd'hui, je pense que le sujet essentiel qui me semble qu'il faut prendre à bras le corps sur ces sujets-là, c'est le sujet de la gouvernance, et ça rejoint un peu ce que tu dis, Eric, mais c'est des sujets d'interdépendance à tous les niveaux, de tous les acteurs des territoires. Ça ne peut pas se faire sans une gouvernance qui soit efficiente, qui permette l'action et pas simplement, la réflexion ou l'orientation. Il faut absolument des gouvernances autour de l'eau qui permettent aux territoires de se mettre en action. Et ça, je pense que c'est l'essentiel pour arriver à faire en sorte qu'aujourd'hui, avec le changement climatique qui est bel et bien là, on ne se retrouve pas demain dans des situations de crise, de conflits qui sont devant nous, qui sont naissants. Donc, gouvernance, sujet essentiel pour l'eau en France ou sur le pourtour méditerranéen d'une manière générale, c'est primordial. Moi, je pense qu'on va rejoindre aussi la question de l'alimentation et de se nourrir sur cet angle-là. Moi, juste avant que la parole circule dans la salle, 4 petits points que j'en retire très très rapidement. Le premier, c'est que l'eau joue un rôle structurant pour nos sociétés et à ce titre, bien plus qu'une ressource. On parle souvent des ressources en eau et du regard sur les ressources en eau, c'est beaucoup plus que cela. Et cela rejoint l'ensemble de nos structures politiques et sociales. Le second, c'est la diversité des situations. On y a déjà posé un premier regard, mais cela rejoint ce que Akissa a dit tout à l'heure aussi de la distinction entre la dimension universelle de la question à traiter et la question spécifique à chaque fois dans chaque territoire et qui appelle une interconnexion d'actions à différentes échelles si on veut le faire de manière adéquate. Le troisième point, c'est qu'on est rentré sur cette question de la raréfaction, de la rareté. On a vu que c'était une analyse tout à fait, un regard tout à fait discutable et spécifique, et qu'en fait, ce qui se joue sont plutôt les questions de conflit au travers de cette rareté perçue ou réelle dans certains cas. Et le fait de le voir sous cet angle-là, du conflit ou de la précarité, le mot a été utilisé aussi, nous questionne surtout sur notre capacité à gérer la variabilité et les questions d'accès et dans le temps et dans l'espace. Donc la question tout à fait relative de la rareté laisse la place aux besoins de gestion et de gouvernance. Et puis le dernier, c'était très intéressant d'avoir le regard d'un chercheur et puis le regard d'un industriel. C'est comme ça qu'ils sont dès le début présentés. Et donc cette confrontation des regards nous rappelle probablement tout l'intérêt de cet échange et de ce dialogue, non seulement pour nous mettre d'accord sur les désaccords et éventuellement trouver des accords, mais également pour revoir les questions avec
un regard sur tout ce qui est contre-intuitif. On l'a bien vu avec cet article cité par Eric, et sur le besoin d'anticipation et de projection dans l'avenir. Donc ce lien entre connaissance et action nous amène à ça. Je pense qu'on peut les remercier très très chaleureusement tous les deux. On laisse la parole à Thierry pour un échange sur l'ensemble, si j'ai bien compris, sur l'ensemble de la session, pas uniquement sur... Thierry Chambol, je suis un peu un fossile de la gouvernance de l'eau. Et je suis très étonné quand même, ces 3 exposés étaient très intéressants, mais on n'a pas prononcé jamais ni le mot de comité de bassin, ni le comité ou les SAGE, ou les SDAGE, ou les agences de l'eau. Ça remonte à 1964, donc c'est évidemment assez ancien, mais c'était bien à cause de la complexité des problèmes de gestion de l'eau que ces dispositifs ont été mis en place. Et alors ma question c'est la suivante, est-ce que la raréfaction des ressources dans cette zone particulière de la France, qui n'est même pas certaine, mais qui quand même se fait surtout ressentir par les phénomènes extrêmes ou de fréquence des sécheresses, ou bien d'inondations qui ne sont pas maintenant même uniquement des inondations de rivières ou de rivières côtières, mais aussi des inondations de sol en quelque sorte. Enfin, est-ce que tout ça rend obsolète ce système qui avait été mis en place à l'époque pour faire face à la complexité? Est-ce qu'il n'est pas assez territorialisé? Est-ce qu'il n'utilise pas les bons outils? Est-ce que les taxes qui sont en place, par exemple, ne sont plus les bonnes? C'est ça que j'aurais aimé entendre. Peut-être parce que je suis un ancien du dispositif, évidemment. Voilà. Avant que vous répondiez, le temps d'échange maintenant, c'est sur l'ensemble de la matinée, hein, pas uniquement. On est à table ici, donc je rends les clés de l'animation à Thierry. Peut-être. Moi, je peux apporter un petit éclairage. Je siège au comité de bassin à Dour-Garonne, hein, donc je connais bien effectivement cette institution-là. C'est un formidable atout d'avoir ces comités de bassin, ces SAGE, ces comités locaux de l'eau, ces commissions locales de l'eau, ces établissements publics de bassin. Enfin, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui existent dans la gouvernance de l'eau en France. Mais je pense que elles sont aujourd'hui, elles définissent les grandes politiques. C'est des débats très intéressants. C'est un vrai parlement de l'eau, hein, ces comités de bassin local, enfin, à l'échelle d'un bassin versant, des grands bassins versants français. En revanche, ça reste les collectivités locales, sous forme de collectivités seules ou d'intercommunalités qui aujourd'hui prennent les décisions et agissent. Et peut-être, là pour le coup, pas suffisamment en lien avec les politiques fixées par ces agences de bassin et par ces gouvernances qui en fait n'ont pas de rôle d'acteur, mais simplement de rôle de prescripteur ou d'incitation à l'action. Et c'est un peu ça aujourd'hui. Ça marchait très bien tant qu'on pouvait encore être dans le temps long, c'est-à-dire ne pas avoir d'urgence sur le sujet de l'eau. Aujourd'hui, sur certains territoires, là, c'est des situations d'urgence qu'il faut traiter. Et on voit bien qu'aujourd'hui se substitue dans ces situations-là l'autorité du préfet, puisque c'est des comités, notamment des comités sécheresse, qui sont convoqués par le préfet avec tous les acteurs de l'eau des territoires pour faire en sorte de gérer ces situations d'urgence, et pas du tout les organismes de gouvernance existants qui, elles, sont plutôt sur des visions de long terme et pas, du coup, complètement adaptées à pouvoir agir sur le court terme. Voilà mon point de vue sur le sujet. Bernard Hubert. Oui, moi je veux dire quelque chose d'un petit peu décalé, mais simplement pour ne pas oublier.
D'accord, c'est sur la matinée, n'empêche que la matinée se termine quand même par quelque chose autour de l'eau. Et je ne veux pas revenir sur l'intérêt de cette discussion autour de l'eau. La question a bien été posée d'ailleurs que ces dispositifs de gestion et d'allocation collective de flux qui deviennent de plus en plus difficiles à gérer parce qu'incertain, variabilité, plus que rareté. Et je pense que tout ça est très important. Et je ne voudrais pas que ça cache quelque chose qui ne sera pas forcément traité dans les 2-3 jours, c'est la question des sols. Je ne suis pas spécialiste des sols, mais ça a été évoqué à propos de la salinité. Et je veux dire, voilà, l'eau, c'est des flux qu'on gère, plus ou moins. Il y a encore des cycles. Les sols, quand on les a détruits, il n'y a plus rien. Et on ne sait pas comment revenir. Bon, c'est tout. Je voulais simplement qu'on ne l'oublie pas, en se disant que parmi les grandes questions qui se posent, il y a aussi celle-là. Je ne suis pas du tout spécialiste des sols, mais que l'accent qui a été mis sur l'eau, ce qui est très important, je le renie, enfin, c'est pas question de le nier, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi d'autres enjeux. Et là, on touche à de l'irréversibilité. C'est plus de la rareté, c'est plus de la variabilité, c'est quand il n'y a plus de sol. Il faut plusieurs millions d'années pour les reconstituer. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir cet après-midi à travers au moins les 2 premières tables rondes. Roberto. Oui, merci pour vous exposer, où on a très bien vu la complexité du problème de l'eau. Alors maintenant, je cherche de focaliser dans des endroits très simples, au contraire, pour vous demander lesquels sont l'importance de ces facteurs dans les systèmes généraux très complexes. C'est-à-dire, c'est clair que quand on augmente la température moyenne, il y a plus d'eau dans l'atmosphère et donc il y a des précipitations que, dépendant de l'orographie, sont plus abondantes mais plus concentrées dans des périodes. Donc la solution la plus simple de quelqu'un qui n'est pas un spécialiste d'hydrologie comme moi serait de faire des bassins de réservoirs partout dans les montagnes, dans la demi-montagne, près de la plaine. Est-ce que c'est un sujet qui est contemplé et que, de quelque façon, est mis en place, ou il y a des contre-indications à cette solution? Et ça, c'est la première chose. Puis, si vous avez envie, il y a l'autre solution, c'est que l'agriculture est de loin